Bonjour à tous les connectés du jour et bienvenue sur ce Minute Qualité du médico-social proposé mensuellement par Calirel Santé avec une thématique du jour qu'on a déjà pu voir en Minute Qualité du médico-social, mais on le sait, il y a beaucoup d'attentes et de besoins sur cette thématique. Et on a aujourd'hui le plaisir non pas de vous partager des éléments uniquement de contenu des attendus, mais surtout un retour d'expérience qui est proposé par l'EHPAD des Séquoias en Sarthe. Et je remercie chaleureusement Madame Ravard d'avoir accepté de partager son expérience de mise en œuvre au sein de cette structure. Alors, nous sommes plusieurs aujourd'hui autour de la table, côté Calirel Santé, pour animer ce Minute Qualité du médico-social. Donc, je suis accompagnée de Véronique Pouzet Oui, bonjour, Véronique Pouzet, donc chargée de mission à Calirel Santé et pilote sur la mission des événements indésirables graves associés aux soins. et d'Émilie Doranlot. Bonjour à tous, Émilie Doranlot, donc chargée de mission sur la mission EIGS avec Véronique et également sur le secteur médico-social, plus particulièrement en lien avec le dispositif d'évaluation. Et je suis moi-même ravie de vous accueillir, Noémie Terrien, cordeau responsable de Calirel Santé. Alors, nous sommes ensemble pendant 60 minutes, donc ce qui va nous laisser le temps à la fois de partager du contenu et puis surtout d'être dans les échanges avec les participants. Donc, n'hésitez pas d'une part pendant le webinaire à poser vos questions sur le chat et nous réservons tout un temps à la fin du webinaire où vous aurez la possibilité d'ouvrir vos micros pour pouvoir interagir avec nous. Et n'hésitez pas non plus à ouvrir vos caméras. C'est toujours très agréable de pouvoir voir la communication non verbale au travers de vos visages. Alors, sans plus attendre, de quoi allons-nous parler aujourd'hui? Donc, je vous l'ai partagé, nous allons parler de la gestion des événements indésirables. Alors, après un bref, rapide point sur le contexte et les enjeux, et puis quelques notions fondamentales, notre webinaire sera vraiment centré sur le retour d'expérience et les messages pédagogiques associés que Madame Ravard va vous partager avec l'expérience de l'EHPAD des Séquoias. Et puis, nous finirons sur le panorama des ressources qu'il est possible de mobiliser au sein de Calirel Santé et ailleurs par ailleurs. Et puis, bien entendu, avec un temps d'échange avec les participants et le calendrier de la suite du MQMS. Donc, sans plus attendre, je vais laisser tout de suite la parole à Émilie qui va nous recontextualiser le sujet de la gestion des événements indésirables, en partie avec le référentiel du dispositif d'évaluation de la Haute Autorité de Santé. Tout à fait. Donc, en effet, la gestion des événements indésirables est un sujet majeur qui s'inscrit, entre autres, dans le chapitre 3 du référentiel de la Haute Autorité de Santé. Le chapitre qui est relatif à l'établissement. Et donc, vous le savez désormais, les attendus sont de deux ordres, plutôt l'ordre de la stratégie, de l'organisation et de la structuration que va avoir mis en place l'établissement, mais également dans le cadre de la mise en œuvre par les professionnels et tout le dispositif d'acculturation. Donc, on va retrouver quatre critères qui sont associés à l'objectif 13 du chapitre 3, qui consiste à assurer le recueil et le traitement des événements indésirables. Les quatre critères, sont relatifs à l'organisation du recueil et du traitement des événements indésirables, la communication aussi sur le traitement des événements indésirables, les modalités de déclaration et d'analyse des événements indésirables. Donc, ces trois critères, vous voyez, sont des critères majeurs puisqu'ils sont impératifs dans le cadre du référentiel et du manuel d'évaluation. Et le dernier critère concerne la sensibilisation des professionnels régulières à la gestion des événements indésirables et à la déclaration. Donc, tout ceci s'inscrit bien dans une logique de culture juste et culture sécurité. Madame Ravard y reviendra dans le cadre de son retour d'expérience. Et donc, l'ensemble de ces briques viennent structurer la démarche de gestion des événements indésirables avec une première étape qui est l'étape de connaître en fait le dispositif, de comprendre l'intérêt de la gestion des événements indésirables pour pouvoir agir. Et puis la dernière étape qui est celle de partager, mais on y reviendra également dans le cadre de façon plus détaillée dans le cadre du modèle de Shortel.
On réinsiste sur l'importance de développer cette culture de la sécurité et vous retrouvez également des éléments en lien avec l'analyse des événements indésirables dans le cadre d'un guide qui est proposé par la HS et la FORAP que vous retrouvez en photo ci-joint. Un premier retour des évaluations, puisque la HS a proposé un premier bilan 2023 quant aux décisions qui ont pu survenir suite aux premières visites d'évaluation. Donc, vous voyez globalement le niveau de qualité en 2023 pour les établissements qui avaient eu une visite. Le niveau de qualité était encourageant et satisfaisant puisqu'il était de 3 sur 4. Plus de 10 000 auto-évaluations ont été réalisées et ce sur quoi on voulait zoomer plus particulièrement aujourd'hui, c'est les points qui restent à améliorer en lien avec les critères impératifs. Et vous voyez qu'à ce titre, la gestion des événements indésirables reste dans les points de vigilance pour les établissements, d'où l'intérêt de le repartager aujourd'hui. Je vais laisser du coup la parole à Noémie pour réinsister sur la culture de sécurité. Oui, tout à fait, parce qu'effectivement, l'un des leviers pour mettre en œuvre et mettre en place la gestion des événements indésirables, bien entendu, c'est les attendus de la Haute Autorité de Santé. Mais in fine, tout ça, ça doit bien entendu s'inscrire dans un objectif d'utilité pour l'accompagnement des personnes que vous accompagnez, résidents, usagers au sein de vos structures. Et ça doit embarquer l'intégralité des professionnels. Donc ça s'inscrit dans ce qu'on appelle la culture de sécurité. Donc la culture de sécurité, c'est quoi? C'est la cohérence et l'intégration à la fois des comportements individuels et de l'organisation qui est en place, qui va permettre, en appui des croyances et des valeurs qui sont partagées au niveau de la structure, d'être dans une démarche continuelle de réduire l'impact négatif que ça peut avoir auprès des personnes qu'on accompagne. Alors en fait, cette culture de sécurité, c'est ce qu'on peut aussi s'apparenter à une culture d'entreprise, en fait, une culture de collectif. Et en pratique, c'est vraiment un socle qui est indispensable pour accompagner globalement les dynamiques qualité et gestion des risques, à la fois dans la perception que chaque professionnel, usager ou équipe de direction est en accord avec les attendus, c'est-à-dire quels attendus sont clairement attendus en matière de qualité et de gestion des risques, et puis surtout le sens, comment cela donne du sens au quotidien et comment cela alimente ou en tout cas contribue aux valeurs partagées autour des sujets de sécurité. Et puis, ce qu'on sait, c'est que quand un événement indésirable survient en structure médico-sociale et qu'on analyse ces événements-là, on se rend compte qu'on a des causes multiples de survenue des événements indésirables. Et en particulier, un élément qui ressort, c'est ce manque de culture partagée autour de la culture de sécurité. Alors, au-delà de ces principes un peu théoriques, on a des données qui nous permettent un petit peu d'étayer ce constat, puisque en 2022, on a pu mener à la fois en France sur le plan national, mais aussi en région Pays de la Loire, une enquête qui visait à interroger les professionnels sur leur perception de la culture de sécurité en structure médico-sociale et plus spécifiquement en EHPAD. Donc il y a un petit peu moins de 12 000 professionnels qui ont répondu, ce qui correspond pour la région Pays de la Loire, on a eu 1100 professionnels issus des EHPAD qui ont pu répondre à cette enquête culture de sécurité. Et dans cette enquête de culture de sécurité, on considère qu'on a une culture de sécurité développée quand on a ce qu'on appelle des scores qui sont supérieurs à 80%. Donc on a zoomé sans aller dans le détail de l'enquête, mais notamment sur un score qui visait à interroger les professionnels sur leur perception de la façon dont leur EHPAD était dans une démarche d'organisation apprenante et la perception que pouvaient avoir ces professionnels de la sécurité des résidents. Et vous voyez qu'on est à 69%, 69 sur un score de 100, ce qui démontre que la culture de sécurité, elle est ce qu'on considère insuffisamment développée. Et ces mêmes professionnels, on les interrogeait à savoir si au cours de l'année précédente, combien de fiches de signalement des événements indésirables ils avaient
complétées et transmises au sein de leur structure. Donc là, c'est des résultats en moyenne par EHPAD. Et on se rend compte quand même qu'on avait près de 40% des répondants qui n'avaient utilisé aucune fiche d'événement indésirable au sein de leur structure sur les 12 derniers mois. Et qu'on avait voilà, une proportion moins importante de professionnels qui avaient complété des fiches. Alors ça traduit quoi? Ça traduit principalement probablement une incompréhension du sens donné à la démarche. Et ce qu'on perçoit, nous, dans nos expériences d'appui auprès des professionnels, c'est que cette gestion des événements indésirables, elle est souvent perçue comme un document administratif, et pour lequel ils n'ont pas de suite, ou en tout cas, ils ne voient pas la plus-value du changement dans leur pratique. Et le partage d'expérience de Madame Bravard sera assez intéressant justement sur comment cet établissement a pu mobiliser cette démarche jusqu'au bout, jusqu'au changement et à la prise de conscience des professionnels. Alors ce constat, il n'est pas uniquement en région Pays de la Loire. Et de façon globale, on sait que les freins à la déclaration et à l'analyse des événements indésirables sur une enquête qu'on a pu mener par ailleurs dans le secteur handicap, fait à peu près les mêmes constats. Donc là, on n'a pas autant de professionnels, mais on a un petit peu plus de 300 professionnels sur la région qui avaient participé à cette enquête. Et on avait pu identifier les leviers de motivation à la déclaration de ces professionnels et puis des freins sur ces déclarations. Alors les leviers, c'était que les professionnels identifiaient cette déclaration des événements indésirables comme une possibilité d'améliorer les pratiques et puis surtout d'éviter que l'événement indésirable se reproduise. C'était de pouvoir tracer et garder en mémoire, en tout cas se partager entre professionnels, l'existant des dysfonctionnements au niveau de la structure. Bien entendu, d'être dans une démarche de protection auprès des usagers, mais aussi des professionnels dans leur propre sécurité, à la fois dans les risques professionnels, mais aussi leur sécurité psychologique. De pouvoir être dans une démarche d'alerte de l'encadrement et puis des organisations, et puis aussi dans une démarche de surveillance et de compréhension au travers des pratiques et organisations, mais aussi comprendre pourquoi un événement indésirable est survenu. Alors, par ailleurs, tous ces éléments de motivation, on a en parallèle beaucoup de freins à la déclaration. Déjà, une grande méconnaissance de la finalité de ce dispositif, comme je le disais, qui est souvent vu comme un document administratif. Une problématique, c'est qu'au-delà de l'existence de la fiche de déclaration, il y a une problématique d'organisation et de structuration sur comment on fait vivre cette déclaration et comment elle est mobilisée au niveau organisationnel en termes de suivi et de retour auprès du déclarant. On a encore, et on y reviendra, sur les enjeux de cette culture juste, de voir les événements indésirables comme des opportunités et non pas comme des recherches de responsabilité. Donc on a encore cette peur du jugement qui est extrêmement présente. Un intérêt non perçu, à quoi ça sert? De toute façon, on n'a jamais de retour sur ces événements indésirables. Et puis, la difficulté de perception comme quoi c'est un sujet complexe et qui rajoute des organisations à une activité professionnelle qui est déjà très surchargée. Alors tout ça, ça s'inscrit aussi dans une démarche qui est portée au niveau national, puisqu'on a depuis 2023 une feuille de route nationale pour améliorer la sécurité des patients et des résidents, qui propose un certain nombre d'actions prioritaires pour favoriser la déclaration et le retour d'expérience autour des événements indésirables. Et ce qu'on vous propose aujourd'hui est le retour d'expérience qui est proposé par l'EHPAD Les Séquoias aujourd'hui, mais s'inscrit complètement dans cette démarche de faire connaître ce qui fonctionne, de partager les organisations et les astuces qui permettent que ces déclarations elles soient utiles pour les pratiques et surtout qu'elles donnent du sens auprès des professionnels au bénéfice des personnes accompagnées. Donc, ce qui va nous permettre de pouvoir revenir sur quelques notions fondamentales pour lesquelles je laisse Véronique présenter. Merci Noémie. Donc oui, on voulait reprendre avec vous quelques notions fondamentales sur l'organisation de la gestion des événements indésirables associés aux soins au regard du modèle de Shortell que vous connaissez maintenant. Sur 4 dimensions, la dimension stratégique, sur la dynamique que l'on doit impulser en tant que direction pour cette organisation sur les EIAS, la dimension structurelle sur l'organisation pour qu'elle soit pérenne, une organisation
technique avec la mise en place d'outils, mais la mise en place aussi d'analyse de ces événements, et puis bien entendu l'acculturation avec la dimension culturelle pour aller vers un objectif de culture juste partagée. Ce qui nous donne en détail des éléments suivants sur la stratégie. Donc la dimension stratégique, c'est la présence d'une charte d'incitation, par exemple. Sur la dimension structurelle, une cellule qui va analyser les événements indésirables associés aux soins avec des procédures qui expliquent l'organisation et des fiches de fonction sur comment fonctionne cette cellule. Au niveau technique, une fiche d'événements indésirables associés aux soins et puis aussi tout l'outillage pour l'analyser. Et bien sûr, au niveau culturel, la mise en œuvre d'actions pour tendre vers la culture juste. Je ne vais pas plus détailler puisque l'objectif aujourd'hui, c'est de pouvoir avoir un retour d'expérience. Simplement quelques questions à se poser malgré tout. C'est comment on est organisé dans ce dispositif de signalement des EIAS. Est-ce que on a de façon explicite mis en œuvre des objectifs de notre démarche? Cette fameuse charte d'incitation, est-ce qu'elle existe et est-ce qu'elle vit? Comment on formalise notre organisation? Est-ce qu'on organise des analyses? Et si elles sont faites, est-ce qu'elles sont faites avec les acteurs concernés? Comment ces analyses, elles vont alimenter les plans d'action et le plan d'action global de la structure? Et puis, bien sûr, et c'est très important, comment on communique sur nos résultats auprès des professionnels, auprès du CVS et bien entendu auprès des usagers. Donc tout le circuit complet de la déclaration aussi externe est important à gérer dans ce positionnement. Eh bien, merci Véronique de ces quelques principes clés fondamentaux. Et au-delà des principes et des notions fondamentales qui peuvent sembler théoriques, l'idée pour ce webinaire, c'est que vous puissiez bénéficier d'un retour d'expérience sur la façon dont ça a pu être mobilisé au sein d'un établissement. Et je remercie de nouveau Madame Ravard, directrice de l'EHPAD des Séquoias, d'avoir accepté de nous partager son retour d'expérience. Et vous allez voir qu'il est particulièrement inspirant, de par, déjà d'une part, la taille de l'établissement, et puis surtout la réflexion d'adaptation de l'organisation, en tout cas de ses principes fondamentaux, à une organisation qui puisse donner de sens à tous, à la fois à la direction d'établissement, aux professionnels et aux personnes accompagnées. Donc je vous laisse tout de suite la parole, Madame Ravard, et je vous remercie de nouveau de votre retour d'expérience. Alors, Madame Ravard, dans un premier temps, on vous propose de vous présenter votre établissement. Oui, bonjour à tous. Alors, Eva Ravard, directrice de l'EHPAD Le Séquoia, situé à Parçay-sur-Sarthe, dans la Sarthe. Donc, nous sommes un petit établissement puisqu'on compte 54 places. Un petit établissement, mais qui présente quand même une offre diversifiée puisque nous avons des places classiques d'hébergement permanent en EHPAD, une unité pour personnes âgées désorientées, un accueil de jour et aussi 2 places d'hébergement temporaire. Petit établissement, hein, 41 ETP, 46 agents. Voilà. Établissement appartenant à la fonction publique territoriale. Merci beaucoup. Alors, on vous propose de commencer ce retour d'expérience par la première dimension, qui est la dimension stratégique, pour que vous puissiez nous expliquer comment vous êtes organisé pour mettre en place un dispositif de signalement des événements indésirables et comment vous avez impulsé tout ça au niveau de votre établissement. Alors, le dispositif existait, mais n'était pas vraiment opérationnel. Il ne vivait pas vraiment. Et il a fallu attendre l'évaluation sur le référentiel HAS, hein, qui a eu lieu dans notre établissement en mai 2023 pour vraiment faire un constat partagé, hein, entre les évaluateurs et moi-même d'une nécessaire amélioration de notre dispositif de gestion des événements indésirables. Alors, il est vrai que je peux le dire, je n'étais pas forcément persuadée qu'un dispositif bien structuré puisse présenter une véritable plus-value, un véritable intérêt. Et, excusez-moi, un véritable intérêt. Je ne vois plus mon écran, Madame Terrien.
Je ne vois qu'une partie de l'écran. Alors, est-ce que là, c'est mieux pour Attendez, c'est vous? bon, c'est bon. Voilà, très bien. Voilà. Donc, effectivement, je n'étais pas forcément persuadée parce que petit établissement, parfois les choses sont gérées de manière informelle et on peut penser que ça suffit. Et c'est qu'au bout, là, désormais, j'ai un an de recul par rapport à ce dispositif qui est beaucoup plus structuré. Et aujourd'hui, j'ai quand même pris conscience qu'effectivement, dans ma prise de décision au quotidien, pour mobiliser notamment des levées d'action en termes de sensibilisation, de formation des professionnels, eh bien, on avait tout intérêt à structurer les choses. J'y reviendrai un peu plus tard. Mais ça, je l'ai compris après un an de fonctionnement et un an de recul sur ce dispositif. J'en ai donc fait un objectif prioritaire dans ma lettre d'engagement dans la démarche qualité, hein, parce que ça nous oblige, hein, c'est un objectif qui est affiché aux yeux de tous, donc ça nous oblige à le tenir. Et puis, puisque les choses existaient quand même, ce qu'il manquait, je crois, pour faire vivre le dispositif, eh bien, c'était de donner du sens à la démarche. Donc, on a vraiment travaillé à donner du sens à cette démarche en sensibilisant les équipes à la culture positive de l'erreur, en distinguant l'erreur de la faute ou du manquement, et en les rassurant sur la non-sanction. Hein, faire de l'erreur finalement, leur faire comprendre que oui, on apprenait de nos erreurs et on apprenait collectivement de nos erreurs. C'est vraiment là-dessus qu'on a mis l'accent. Pour ce faire, on a donc élaboré une charte d'incitation à la déclaration des événements indésirables. Et puis, on a organisé des sessions de sensibilisation pour l'ensemble des professionnels, des sessions obligatoires au cours desquelles nos professionnels ont suivi donc un petit e-learning d'une heure élaboré par Calirel qui rappelle ce que sont les événements indésirables. À l'issue de cette session de sensibilisation, chacun est reparti avec un petit flyer définissant ce que sont les événements indésirables, ainsi qu'un petit journal là encore, outil Calirel, qui vient vraiment illustrer de façon très concrète ce que sont les événements indésirables. Et on a doublé tout ça par une campagne d'affichage au sein de l'établissement. Alors, si on fait un petit focus sur notre charte d'incitation au signalement des événements indésirables, c'est un modèle qui est proposé par l'homologue de Calirel Santé en région Centre-Val de Loire. Hein, c'est un modèle qui est proposé par Caliris. Donc, cette charte qui est diffusée à chaque professionnel rappelle que lorsqu'on fait face à un événement indésirable, eh bien, on se doit de le déclarer spontanément, sans délai, que pour ce faire, on a des outils qui sont mis à notre disposition, que l'on doit transmettre notre déclaration, alors, ce qui nous concerne, dans une boîte aux lettres. Et là, vraiment, on revient encore une fois sur eh bien, la certitude que doit avoir le professionnel de ne pas être inquiété par sa déclaration, hein, puisque l'erreur n'est pas un manquement délibéré, l'erreur n'est pas une faute et ne sera pas sanctionnée. Vraiment, l'idée, c'est d'apprendre ensemble de nos erreurs. Et c'est ce qu'on rappelle, hein, ma déclaration me permet d'identifier et d'analyser les causes de cet événement indésirable et derrière de mettre en place des actions préventives et ou correctives nécessaires. Et ainsi, eh bien, chacun devient acteur de la démarche qualité au sein de l'établissement. Merci beaucoup, Madame Ravard. Donc, comme on peut le voir, vous avez un engagement fort pour mettre en œuvre cette dynamique qualité-gestion des risques, pour lequel vous avez été accompagné dans le cadre du dispositif équipier EHPAD de Calirel Santé. Vous nous avez présenté votre charte d'incitation au signalement des événements indésirables associés aux soins et on sent déjà que vous tendez très fort vers une approche de la culture juste de l'erreur.
On vous propose de passer à la dimension suivante, donc la dimension structurelle, qui va permettre que l'organisation qui a été mise en place soit pérenne. Donc, Madame Révard, est-ce que vous pouvez nous présenter comment vous avez organisé votre dispositif de signalement des événements indésirables et comment vous avez formalisé, entre autres, cette organisation? Oui, donc ça pour moi c'est vraiment l'étape clé qui permet de s'assurer de la pérennité du dispositif et c'est ce qui manquait peut-être au dispositif qui était le nôtre auparavant. Donc on est venu actualiser, modifier notre procédure de gestion des événements indésirables afin d'en faire un outil qui soit plus lisible et plus compréhensible pour tous, pour nous permettre d'avoir davantage de signalements et des signalements qui soient, j'allais dire, de qualité. Hein, je donne souvent l'exemple de l'ampoule grillée. Donc, auparavant, non seulement on avait peu de signalements, et quand on avait des signalements, finalement, ce n'était pas vraiment des événements indésirables. Hein, on vous signalait l'ampoule grillée qui finalement est un dysfonctionnement technique qui n'avait pas d'impact sur le quotidien des résidents. Donc, pour ce faire, on est venu clarifier les définitions des événements indésirables. Qu'est-ce qu'un événement indésirable? Qu'est-ce qu'un événement indésirable grave? Et dans cette procédure, on s'est voulu très didactique en disant ce qu'il faut déclarer, ce qu'il ne faut pas déclarer, hein, en clarifiant aussi qu'un événement indésirable n'est pas une réclamation, un événement indésirable n'est pas un conflit entre collègues. Enfin, vraiment, on s'est montré assez pédagogique. Et puis, bien sûr, le comment déclarer. Et on est venu préciser ensuite, et c'est ce qui manquait aussi à notre procédure auparavant, eh bien, qu'est-ce qui est réalisé? J'ai déclaré, qu'est-ce qui est réalisé ensuite, par qui et comment? Et ça, c'est vrai que ça manquait. Et si on veut donner du sens à la démarche, là, c'est important que ce soit formalisé. Donc, bien, on explique cet événement est enregistré, que sa criticité est validée, que ses causes en sont analysées, que derrière, on identifie des pistes d'amélioration. Et bien sûr, on systématise le retour au déclarant et le bilan trimestriel ou annuel en fonction du nombre d'événements indésirables au CVS. Première chose dans notre structuration. Deuxième étape sur la diapo suivante, c'est la mise en place de temps dédiés et planifiés qui viennent vraiment structurer le dispositif. Alors, il faut savoir qu'auparavant, on faisait appel à un qualiticien qui était mutualisé entre 5 organismes gestionnaires et qui intervenait sur 8 sites. Au départ du titulaire du poste, nous n'avons pas réussi à recruter, simplement parce que ce poste n'était pas attractif. Donc nous, il nous a fallu nous organiser autrement. On n'avait pas les moyens de faire appel seul ou même en le mutualisant à 2 ou 3 à un qualiticien externe. Nous n'avions pas non plus les moyens d'acquérir un logiciel qualité. Donc, eh bien, on a fait avec les moyens existants, les moyens humains, et puis vous verrez après les moyens techniques. Voilà, des fichiers Excel et des fichiers Word. Et aujourd'hui, eh bien, en faisant comme ça, quelque part, je le dis en ce qui me concerne, je me sens beaucoup plus investie dans la démarche qualité que je ne l'étais auparavant, où finalement je déléguais ça aux qualiticiens sans être impliquée comme je le suis actuellement. Alors, on a commencé par nommer un référent qualité en interne. Donc, chez nous, c'est notre assistante RH. Alors, on avait de la chance, elle était volontaire pour le faire. On a identifié pour elle des temps dédiés, une journée par mois. Elle travaille sur la démarche qualité. Ensuite, on a mis en place une cellule qualité qui se tient tous les mois. Là encore, on a évité les écueils du passé. Parfois, on se veut trop ambitieux et avec une cellule qualité composée de nombreux membres, finalement, on n'arrivait pas à se réunir. Donc là, on s'est montré beaucoup moins ambitieux. Cette cellule est très restreinte puisqu'elle est composée de la direction, du référent qualité et de l'infirmière coordinatrice. Donc ensemble, on se charge du suivi des déclarations, des analyses des événements indésirables, mais vous le verrez tout à l'heure, on n'est pas tout seul, et puis de la mise en place de ces actions correctives et du retour aux déclarants et aux équipes.
Et tous les trimestres, supervise tout cela un copil qui assure et qui se tient informé du suivi du nombre d'événements indésirables, de leur typologie, et puis c'est une instance où on peut échanger aussi sur les freins et les actions à mettre en œuvre. Alors, Donc, en effet, Madame Ravard, votre retour d'expérience illustre vraiment l'importance de cette structuration pour pérenniser la démarche au travers notamment d'une instance, d'un comité de pilotage, et vous l'avez souligné avec un dimensionnement qui est adapté, mais également l'identification de compétences en interne pour permettre de faire vivre la démarche avec notamment la nomination d'un référent en interne. On voit bien que avant de passer à l'étape suivante et pour que la démarche également puisse perdurer, il est important de définir l'organisation et notamment le circuit de traitement des événements indésirables, que ce soit le circuit, les responsabilités, les instances, et de pouvoir le formaliser au travers d'une procédure qui est également partagée auprès de l'ensemble des professionnels. Et donc tout ça, ça permet de passer à la dimension suivante. Oui, la dimension suivante qui est la dimension technique, donc la mise en place d'outils pour accompagner votre démarche, la fiche d'événements indésirables, et puis aussi comment vous avez mis en œuvre l'analyse au sein de votre structure et ce que ces analyses vous permettent d'alimenter un plan d'action à la suite de vos analyses. On vous laisse nous expliquer tout ça. alors, donc, comme je vous le disais, nous n'avons pas de logiciel et on fonctionne que sur la base de fichiers Excel et de documents Word. Donc, on est venu actualiser notre fiche de déclaration des événements indésirables en la co-construisant avec les professionnels parce que il est vraiment important qu'ils puissent s'approprier cet outil. Donc, en la testant, en la réajustant en fonction de leurs remarques, on a d'abord travaillé à simplifier les typologies d'événements indésirables, puisqu'il est vrai qu'auparavant, nous avions une fiche avec peut-être 20 à 30 types de typologies. C'était trop. Et dans ces typologies, nous avions des événements indésirables finalement qui n'en étaient pas. On est venu aussi rendre plus lisible la criticité, la fréquence et la gravité de l'événement indésirable de façon plus lisible et compréhensible pour tous. Et puis directement sur cette fiche de déclaration aussi, on améliore la traçabilité de l'analyse des causes. C'est-à-dire que sur cette fiche, on peut tracer l'analyse des causes que l'on a effectuées et les pistes d'amélioration que l'on a proposées. On a mis en place aussi ce qu'on n'avait pas du tout auparavant, et c'est pourtant comment dire, très, très important, notamment pour pouvoir tirer des bilans et des statistiques par la suite, un fichier de suivi des événements indésirables. Nous, c'est vrai qu'avant, on collectait nos fiches de déclaration des événements indésirables dans un classeur. Désormais, on a un fichier Excel et en termes de pilotage derrière, pour la direction notamment, c'est quand même beaucoup plus pratique. Et c'est facile à mettre en place. Et puis donc, une analyse des causes qui se fait en association avec les professionnels impliqués sur l'événement indésirable. Et le cas échéant, ça, tout dépend de l'événement en question, avec les référents thématiques. On a dans notre établissement des référents par thématique de prévention, notamment escarres, douleurs, hygiène, bucco-dentaire. Et donc, on peut aussi, eux, les associer à cette analyse des causes pour permettre une réflexion d'équipe et effectivement, derrière, une mise en place d'actions correctives qui a déjà été concertée, donc qui est beaucoup plus facile derrière eh bien, à mettre en place auprès des équipes. On utilise dans notre analyse des causes des outils proposés par Calirel. Donc, je vous parlais du fichier de suivi. On est parti d'un modèle, du modèle du kit équipage. Pour ce qui est l'analyse des causes des événements indésirables simples, on utilise un arbre des causes assez simple. Et pour les événements indésirables complexes,
On en a eu un au cours de l'année 2024. On s'est appuyé sur la grille pardon, alarme élaborée par la HAS. Et puis, petite spécificité, grâce à l'appui de Calirel dans le dispositif équipier EHPAD, on s'est entraîné aux outils de repérage des erreurs et d'analyse des causes avec plusieurs jeux, hein, les mystères de l'EHPAD, les CTF, l'escape game qu'a Madame Michu. Et ces jeux, ces outils, on les a testés en commun avec les cellules qualité de 2 autres EHPAD, ce qui nous a permis derrière, enfin, ou ce qui va nous permettre, parce qu'on ne l'a pas encore fait, de déployer ces outils en interne et de pouvoir les animer nous-mêmes. Que le circuit de la gestion des EIS est bien en place, avec une fiche d'événements indésirables que vous avez totalement adaptée aux besoins des professionnels de terrain, une déclaration au fil de l'eau qui augmente et qui est intéressante, avec une analyse, avec des méthodes adaptées en fonction du type d'événement. Et puis un suivi des EI qui est indispensable avec la mise en place d'un plan d'action et un pilotage de votre part et l'utilisation de tous les outils pour lesquels on vous fera un petit rappel tout à l'heure en fin de notre webinaire. On passe à notre dernière dimension, qui n'est pas la moindre. C'est ce que j'allais dire. Dernière dimension, mais pas la moindre, puisque c'est la dimension culturelle et c'est ce qui va, vous l'avez dit, Madame Ravard, vraiment donner le sens à l'ensemble de la démarche. Et donc, comment vous êtes-vous organisé pour partager ces objectifs en termes de culture juste et comment est-ce que vous communiquez auprès de l'ensemble des parties prenantes de votre établissement, à savoir les professionnels, les usagers plus globalement et puis le CVS? Alors, donc, le point noir vraiment hein, dans notre dispositif précédent, je crois qu'il était là. C'est-à-dire qu'on ne communiquait pas suffisamment et on ne systématisait pas le retour aux déclarants. Donc, forcément, ça ne motivait pas forcément les équipes à déclarer. Donc, aujourd'hui, c'est fait. On systématise ce retour aux déclarants. Et on communique aussi aux professionnels nos événements indésirables en réunion interservices, donc elles se tiennent mensuellement. Et ont lieu aussi au cours de ces réunions interservices les retours d'expérience. Il n'y en a pas tous les mois, hein, mais c'est quand même relativement fréquent. Et puis, chose aussi hein, qui nous avait été reprochée dans le cadre du rapport d'évaluation, c'est qu'on ne communiquait pas autour des événements indésirables auprès du CVS. Or, aujourd'hui, c'est quand même un critère impératif du référentiel HAS. Donc, c'est vrai qu'au départ, j'étais un peu perplexe. J'avais peur que ça instaure un climat de défiance avec les familles et les résidents. Et en fait, à ma grande surprise, ben, c'est un peu l'inverse ce qui s'est passé, puisque je ne sais pas chez vous, mais dans notre établissement, quand on interroge les résidents et les familles, tout va toujours très bien. Et finalement, quand c'est nous qui allons vers, quand c'est nous qui exposons nos événements indésirables, eh bien, ça a permis de libérer la parole et de faciliter les remontées des dysfonctionnements en CVS. Et donc, il n'est pas rare désormais, quand je sors du CVS, il n'est pas rare pour moi d'ouvrir des fiches de réclamation. Donc, c'est quand même intéressant ce climat on pensait hein, être transparent, mais sans doute pas assez. Donc ça, c'est vraiment la grande surprise de ce dispositif plus structuré et sur lequel on communique plus. Et puis, ce qui est intéressant aussi, je parlais tout à l'heure du fichier Excel de suivi des événements indésirables. Eh bien, celui-ci nous permet derrière de tirer un bilan synthétique pour alimenter notre rapport d'activité annuel. Aujourd'hui, vous voyez, de 4 événements indésirables en 2023, nous sommes passés à 23 en 2024. Alors, le point, j'allais dire d'aboutissement, c'est pas un point d'aboutissement puisque tout ça continue, bien sûr, mais quand même, on a fait un gros travail
en cette fin d'année 2023, début 2024, sur la structuration de notre dispositif. Et donc, à la fin de l'année 2024, au cours de la semaine sécurité patient, on a tenu à organiser une chambre des erreurs à partir des événements indésirables qui avaient été déclarés dans l'année, les plus récurrents. Donc, cette chambre des erreurs était obligatoire pour tous les agents de soins. On a donc analysé en cellule qualité les résultats qui ont été partagés, débriefés ensuite avec l'équipe soignante. Et c'est là, j'en parlais en introduction, c'est vraiment là que j'ai vu l'intérêt de bénéficier d'un dispositif structuré de bout en bout. C'est qu'aujourd'hui, eh bien, j'ai pu identifier des leviers d'action, des pratiques à améliorer et donc des formations qui seront nécessaires, notamment là sur plusieurs thématiques, l'identito-vigilance, la contention, l'hygiène, la dignité. Et donc moi, ça me permet ça. Et les professionnels ont vraiment pris conscience bien de l'impact que peuvent avoir les événements indésirables sur la qualité de vie des résidents, puisque à la suite de cette chambre des erreurs, plusieurs professionnels se sont confiés à nous en nous disant c'est vrai que les événements indésirables, on en parle, effectivement, on a ce retour en réunion interservice, et pour autant, quand on se retrouve dans cette chambre des erreurs, face à des erreurs marquantes, presque choquantes, on prend vraiment conscience de ce que ça peut impacter dans la vie des résidents. Donc c'est vraiment une initiative qui a été très appréciée des professionnels. Et puis, ce qu'il ne faut pas oublier, bien sûr, pour éviter que le dispositif retombe, c'est d'informer aussi les nouveaux arrivants. Donc, c'est vrai qu'on les informe à notre système qualité, ça c'est quelque chose qui était déjà fait. Mais aujourd'hui, eh bien, on prend le temps avec eux de leur présenter la charte d'incitation des événements indésirables. Et puis, on leur remet ce petit flyer là élaboré par Calirel qui vient en dire un peu plus sur ce que sont les événements indésirables. Donc, c'est vraiment une démarche en continu qu'on a pu mettre en place là de bout en bout. Alors, en effet, sur cette dernière dimension, vos propos illustrent vraiment l'importance de l'acculturation des professionnels en continu, j'ai envie de dire, y compris pour les nouveaux arrivants. Noémie l'identifiait comme un frein à la déclaration au début de l'intervention, et c'est vrai que le retour d'information que vous avez pu systématiser, que ce soit auprès des déclarants, mais globalement à l'ensemble des professionnels, avec des moyens adaptés, vous l'avez cité encore une fois, est vraiment primordial pour donner du sens à la démarche. Et puis également le fait de pouvoir associer les membres du Conseil de la vie sociale vraiment comme un levier et comme des acteurs participants également à cette démarche. On tient à vous remercier vraiment pour l'exhaustivité de votre retour d'expérience. N'hésitez pas pour tous les participants à poser des questions, que ce soit auprès de Madame Ravard, auprès de nous-mêmes dans le chat. On y reviendra en fin de séance. J'imagine que voilà, ce retour d'expérience suscite certainement des interrogations de votre côté. Pour poursuivre, du coup, on voulait refaire un zoom sur les ressources de Calirel Santé en lien avec la démarche. Et donc, je vais laisser Véronique commencer cette présentation. Tout à fait. Donc, comme vous le savez, on vous propose très régulièrement, mensuellement, des MQMS. Il y en a déjà deux concernant la démarche qualité et la gestion des risques, le MQMS 3 et le MQMS 13 sur la présentation des outils sur la gestion des risques que tu vas nous présenter aussi très prochainement. Donc, on refait un zoom sur les kits équipage. Alors, à savoir que les kits équipage sont issus d'un projet de recherche auquel ont participé 63 EHPAD de la région. Donc, voilà, vous les retrouvez. Ils sont adaptés en fonction de votre secteur d'activité, que ce soit la personne âgée, le domicile ou la version handicap. Donc, n'hésitez pas, vous les retrouver sur notre site. Ils vont vous permettre, entre autres, de mener l'ensemble des étapes qui ont été présentées par Madame Ravard. Elle a cité un certain nombre d'outils qui sont issus de ces kits. Vous retrouvez, entre autres, le petit journal dont elle a fait mention, le flyer, et puis également les escape games. Donc,
version EHPAD et version domicile qui vous permettent d'aller challenger vos équipes de façon ludique. En fait, l'intérêt aussi, et ça a été démontré par le retour d'expérience, c'est de multiplier les possibilités. Et puis également, pour le secteur handicap, un micro-questionnaire qui permet d'identifier les freins à la déclaration, comme ça a été présenté par Noémie, pour lesquels vous avez accès sur notre plateforme IFORAP. De la même façon, on voit que l'importance de l'acculturation des professionnels, donc vous sont proposés 3 e-learning qui vous permettent aussi bien de sensibiliser les professionnels à la déclaration, de structurer votre démarche et les modalités d'analyse des événements indésirables. Donc, de la même façon, n'hésitez pas à en user et en abuser en termes d'acculturation de vos professionnels. Ça a été illustré dans le cadre du retour d'expérience. Et puis, bien entendu, comme tous les ans, Calirel Santé s'investit dans le Challenge FORAP, Ensemble Agissons sur la sécurité des patients et des personnes accompagnées pour la 2e année. Donc, nous avons un certain nombre d'établissements de la région qui se sont investis. Le challenge rentre dans un parcours plus global qui est un parcours sur un retour d'expérience sur la gestion des événements indésirables associés aux soins, qui cette année a 2 focus, un sur la participation de notre patiente partenaire Soraya pour accompagner les établissements qui le souhaitent au recueil du récit de la personne accompagnée, et puis aussi l'analyse des presque accidents. Ce parcours est bien lancé. Nous avions d'ailleurs hier une étape de ce parcours sur comment on analyse ces événements. Et on attend bien entendu d'autres professionnels pour un prochain parcours au cours de l'année. Et puis bien sûr, vous avez toujours la possibilité de faire appel à la mission de Calirel Santé sur les événements indésirables graves associés aux soins. Nous sommes là pour vous accompagner, soit à la création de votre volet 1 ou en tous les cas de vous accompagner à la préparation d'une analyse ou venir vous accompagner à l'analyse elle-même pour vos prochains événements. Quand ils sont graves, vous pouvez faire appel à la mission. Vous avez les coordonnées qui s'affichent sur cette diapo. N'hésitez pas à faire appel à nous. Et enfin, avant de pouvoir justement passer au moment de questions-réponses et puis de pouvoir partager avec Madame Aravard son expérience, que je remercie de nouveau chaleureusement pour plusieurs raisons. C'est que d'une part, cette expérience que vous nous partagez aujourd'hui et les autres expériences d'établissements qui ont pu réfléchir à comment adapter la mise en œuvre de la gestion des événements indésirables et plus globalement les questions de qualité et de gestion des risques au sein de leur établissement. En particulier dans le cadre du dispositif équipier, nous ont permis de pouvoir élaborer des fiches récapitulatives qui normalement ont été adressées, vous avez dû recevoir normalement par Chronopost ces derniers jours des classeurs avec des fiches repères qui reprennent en partie, notamment pour la partie la gestion des événements indésirables, toutes les ressources qui ont pu être évoquées par Madame Ravard et puis par l'équipe de Calirel Santé. Donc, c'est des fiches méthodes qui sont à la fois précieuses pour vous donner des repères, et puis aussi précieuses pour vous permettre de voir les ressources qui sont disponibles, et surtout l'enjeu de les adapter à vos organisations et votre contexte d'établissement. Ces fiches méthodes managées par la qualité, elles n'auraient pas pu non plus voir le jour sans tout le travail mené par les équipiers ces 2 dernières années. C'est vrai que Madame Ravard, vous l'avez évoqué, vous avez été accompagnée dans le cadre de Calirel Santé par un équipier qui est connecté aujourd'hui, hein, qui est Nadia Dubois, qui nous permettent de lui faire un petit clin d'œil aujourd'hui, puisque c'est son dernier jour d'activité à Calirel Santé, puisqu'elle finit sa mission d'équipier EHPAD. Donc ça permet, je pense chaleureusement, et je n'ai pas de doute que vous vous associez à moi, Madame Ravard, de remercier chaleureusement Nadia pour son appui et sa contribution auprès de l'établissement. Complètement. Merci beaucoup, Nadia. Et effectivement, ce travail a pu être mis en place aussi grâce à l'accompagnement par le dispositif équipier EHPAD.
Alors, comme vous l'aurez compris, le dispositif équipier en tant que tel, il n'existe plus. En tout cas, il est transformé au travers de parcours d'accompagnement collectif qu'on vous propose à Calirel Santé. Donc, ça ne s'arrête pas qu'aux ressources qu'on vous met à disposition. C'est aussi toutes les sollicitations que vous pouvez faire auprès de l'équipe. Et puis, dans les propositions d'accompagnement qu'on réalise, qui vous permettent vraiment voilà, de vous questionner, de vous auto-positionner là où vous en êtes dans votre démarche et surtout de pouvoir l'utiliser comme un outil de management et non pas comme une démarche à côté de la vie et de la réalité de votre structure. Alors, il nous reste encore voilà, 10 minutes, 10 bonnes minutes pour des questions-réponses et je crois qu'il y a déjà quelques éléments dans le chat. Alors déjà, des remerciements communs de plusieurs personnes concernant l'accompagnement dans le cadre du dispositif par Nadia, que l'on partage. Et puis une demande, alors j'imagine, Madame Tessier-Rousseau, que vous évoquez les classeurs pour avoir la possibilité d'en avoir éventuellement un second. Ou peut-être. Alors oui, oui, c'est tout à fait possible. C'est juste l'envoi postal qui ne sera pas possible. Donc on a un petit peu de réserve de classeurs à Calirel Santé et vous simplement venir nous rendre visite dans nos locaux et puis avec grand plaisir nous vous en remettrons un. Alors, des gens qui soulignent l'intérêt de ce retour d'expérience, Madame Ravard, globalement, voilà, qui soulignent la qualité de ce retour d'expérience. On peut peut-être réactiver la possibilité, parce que c'est vrai Oui, que c'est j'ai toujours... réactivé. Ah oui, d'accord. Alors, Madame Fay, alors vous avez la possibilité normalement de réactiver vos micros, mais sinon je relais également votre question. Est-ce que vous pourriez détailler l'analyse d'événements indésirables par la méthode de l'arbre des causes? Donc, quand je parle d'arbre des causes, effectivement, on va s'interroger sur plusieurs facteurs. Les facteurs liés aux résidents, ceux liés aux professionnels, ceux liés au fonctionnement de l'équipe, aux tâches à réaliser, à l'environnement de travail, à l'organisation et puis au contexte institutionnel. Et en fait, souvent, on va s'apercevoir que l'événement indésirable, eh bien, il est multifactoriel, pas toujours, mais bien souvent. Et voilà ce que j'entends par mon arbre d'analyse des causes. Oui, vous soulignez l'importance d'avoir une analyse systémique en fait de l'ensemble des facteurs qui surviennent. N'hésitez pas, hein, vraiment, ces éléments sont détaillés dans l'ensemble de nos ressources, les MQMS. Enfin, voilà, vous retrouverez le détail si vous souhaitez avoir des éléments. Et puis, ça peut être l'occasion aussi, si vous le souhaitez, de vous inscrire dans notre prochain parcours, parce que c'est des éléments que l'on reprend en termes de... Alors, il y avait une question qui me semblait intéressante, c'est que vous nous avez présenté quelque chose qui a l'air de plutôt bien fonctionner. Et un des participants questionne sur, mais est-ce qu'il n'y a pas des freins ou des défis auxquels vous faites face actuellement pour faire que la démarche, elle perdure en fait qu'est-ce que vous devez engager comme énergie pour que ça perdure à l'heure actuelle? Le plus gros défi, c'est de se tenir à nos temps dédiés, hein. C'est-à-dire que je vous expliquais qu'on a une cellule qualité qui se tient mensuellement. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qu'on va se devoir de tenir dans le temps. Aujourd'hui, ça fonctionne encore, mais j'ai bien conscience que voilà, il faut y veiller. Et puis l'autre point sur lequel on doit veiller, c'est que comment dire, cette dynamique de déclaration ne retombe pas comme un soufflet, parce que là c'est vrai qu'on avait mis le focus dessus puisqu'on relançait la dynamique hein, fin 2023, début 2024. Et donc ce sur quoi je veille, c'est d'aller chercher l'événement indésirable. C'est-à-dire que quand j'ai écho d'un événement indésirable, que ce soit à l'oral ou dans les transmissions, eh bien, et que celui-ci n'a pas été déclaré, eh bien, je vais au-devant du professionnel et je lui demande de bien vouloir le déclarer. Parce qu'effectivement, sinon, la dynamique pourrait vite retomber. Donc, c'est peut-être ça un des plus gros efforts à faire, c'est d'aller chercher la déclaration afin que ça ne s'essouffle pas. Oui, une vigilance partagée au quotidien de tout à chacun pour maintenir ce niveau de dynamique
dans votre établissement. Tout à fait. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Une question sur plutôt les modalités de mise à disposition. Comme d'habitude, le diaporama et les replays seront mis en ligne et vous recevrez l'information. Donc, beaucoup de remerciements sur la qualité de votre retour d'expérience. Euh, et non, en fait, c'est beaucoup de remerciements. Donc, prenez-les. C'est vrai que votre démarche, elle est particulièrement inspirante. Et puis, l'un des grands enseignements, c'est que c'est pas une question de compétences, qualité, gestion des risques, c'est surtout une question d'envie et puis surtout d'adaptation en fait à la réalité, parce que vous êtes malgré tout une structure de petite taille. Il y a un sens qui est partagé, une envie conjointe qui est partagée pour mener les choses. Donc en fait, c'est possible et je trouve que c'est quelque chose d'extrêmement intéressant dans votre partage d'expérience, qu'au-delà de la possibilité, c'est que c'est utile. Euh, Vous avez évoqué de finir enfin, de boucler par la réalisation d'une chambre des erreurs. Alors, c'est quelque chose qu'on a trouvé particulièrement intéressant, nous, au sein de l'équipe, parce que c'est aussi, la chambre des erreurs, ça permet aussi aux professionnels de se mettre dans une certaine forme de réalité d'exercice, c'est-à-dire qu'ils vivent à un moment donné la simulation des erreurs qui pourraient intervenir dans leur prise en charge, dans la prise en charge et l'accompagnement qu'ils font auprès des résidents. Donc c'est particulièrement intéressant et on a aussi des ressources sur les chambres des erreurs. On a partagé pas plus tard que la semaine dernière par nos collègues de la région PACA. Ils ont fait des affiches sur une chambre des erreurs, sur les erreurs en lien avec les problématiques autour des chutes. Donc on l'a partagé sur nos espaces collaboratifs et on vous invite vraiment à les utiliser parce que ça concourt aussi à cette dimension de la culture et de comprendre à quoi ça sert de réfléchir sur les dysfonctionnements et les événements indésirables. Et ça, sur quoi je n'ai pas mis l'accent, mais bien évidemment que lorsqu'on identifie une action corrective, une piste d'amélioration, eh bien celle-ci va s'incrémenter dans notre plan d'amélioration globale de notre démarche qualité. Alors, on va relayer la question de quelqu'un qui ne peut pas ouvrir son micro. Ça s'adresse à vous, Madame Ravard. Avez-vous rencontré des fiches d'événements indésirables qui relevaient plutôt des instances RH que de l'amélioration de la qualité? Et comment avez-vous traité cela? Alors non, pas vraiment. Je ne comprends pas vraiment le sens de la question, à vrai dire. Ah oui, on imagine bien mais je pense que c'est en lien avec tout le travail pédagogique que vous avez fait en amont avec qualifier c'est quoi un événement indésirable et vous avez fait réaliser un gros travail dessus avec la distribution des journaux et autres. Mais c'est vrai que on le rencontre nous dans les accompagnements qu'on peut réaliser. Quelquefois, le système de déclaration des événements indésirables est aussi un canal qui peut être mobilisé pour des problématiques de ressources humaines, voire même quelquefois de la délation entre professionnels. Et souvent, c'est lié au fait que les fiches d'événements indésirables ont été introduites, ou en tout cas perçues par les professionnels, comme un document administratif et uniquement un document d'alerte. Alors que ces fiches d'événements indésirables, elles doivent avant tout être mises en œuvre pour améliorer la qualité de l'accompagnement et la sécurité de l'accompagnement. Complètement. Et du coup, effectivement, non, on ne connaît pas ça puisqu'on est venu, c'était la première étape, clarifier ce qu'était un événement indésirable. Donc aujourd'hui, non, on ne connaît pas ça. Mais on peut aisément comprendre Oui. que des structures soient confrontées à cela. Et nous, ce qu'on préconise, en tout cas ce qu'on conseille, c'est vraiment d'emblée de sensibiliser, de clarifier auprès des professionnels de quoi on parle. Et on dit souvent que si les professionnels passent par le canal des fiches d'événements indésirables, c'est que probablement il n'y a pas d'autres canaux de communication explicites pour parler de ces sujets-là. Donc il y a aussi une question de se dire, mais quels espaces sont existants
pour pouvoir avoir les remontées et traiter des problématiques RH qui peuvent être en lien avec les instances représentatives du personnel, le lien avec l'encadrement ou tout autre. Donc c'est vrai que quand on tire le fil des événements indésirables, ça veut dire que déjà d'emblée, on a bien clarifié de quoi on parlait. En effet, quelqu'un qui abonde sur le sujet en disant qu'il est difficile de revenir sur une définition erronée à la base, ça, le préalable, vous l'avez signé, est important sur la clarification de l'intérêt des fiches. Et une autre question, alors deux autres questions qui arrivent. Hop. La démarche impulsée avait-elle été communiquée dès la restitution des résultats de l'évaluation? Oui, oui, c'était concomitant. C'est-à-dire que notre restitution de l'évaluation, elle a eu lieu au mois de juin et la démarche sur les événements indésirables, on l'a impulsée au mois de septembre. C'est vraiment fait dans la continuité. Et une autre question, de quelle façon abordez-vous les événements indésirables lors des CVS? Alors, on les présente en nombre, par typologie. Qu'est-ce que j'oublie? Non, je crois que c'est déjà voilà, en nombre par typologie. Et après, ça ouvre lieu à un échange, à la discussion. Très bien. Eh bien, on Bien arrive sûr, à on midi. explique ce qu'on a mis en place, les actions correctives qu'on a mis en place, évidemment. Eh bien, on arrive à la fin de ce minute qualité du médico-social. Bien entendu, si vous avez d'autres questions à l'issue du minute qualité du médico-social, n'hésitez pas à revenir vers nous et peut-être vers vous, Madame Ravard, si vous l'acceptez. Oui, sans problème. Le webinaire sera bien entendu disponible en replay et le support de présentation accessible depuis notre site internet comme pour chaque MQMS. Et donc, on se retrouve le mois prochain, le 21 mars, pour un MQMS dédié au dispositif d'évaluation, notamment pour les établissements qui rentreront dans une démarche d'évaluation dans les 18 prochains mois. Et on abordera très probablement lors de cette rencontre le sujet de la diffusion publique des résultats de l'évaluation, puisque, comme vous le savez peut-être ou pas, la diffusion publique va être mise en œuvre à partir d'avril 2025. Donc, un vrai sujet de comment on diffuse, comment on communique ces résultats d'évaluation. Donc, on l'abordera lors de la rencontre du 21 mars. Et le décret est déjà disponible sur l'espace Talk Spirit si vous souhaitez en avoir un décryptage. Un grand merci à tous. Merci. Merci beaucoup. Merci, Madame Ravard. Merci. À bientôt.